Donc peut-être deux mots sur le déroulé de cet atelier. Nous allons commencer par une introduction de Madame Béatrice Engrand, qui est présidente de l'Agence du service civique. Puis après, je vous présenterai dans les aspects les plus généraux le volet jeunesse et sport du programme Erasmus+, et vous présenter aussi l'actualité de ce lancement, de cette année un peu particulière de 2021. Vous donner aussi des éléments sur les opportunités d'accompagnement que vous allez pouvoir avoir par le biais de l'activité de l'agence. Et aussi, on voudrait profiter de cette occasion pour vous donner un point d'actualité sur le lancement d'un autre programme qui est porté par l'agence et qui est très très lié au programme jeunesse Erasmus, c'est le Corps européen de solidarité. Donc, collègue Aurore Brachet, qui est responsable du pôle sur le Corps européen de solidarité, vous donnera un peu les derniers éléments sur ce programme-là. Donc peut-être, sans trop attendre, je vais du coup laisser la parole à Madame Béatrice Engrand, la présidente de l'Agence du service civique, et je vais me permettre de du coup couper le partage d'écran. Puis je vous laisse la parole. Du coup. Très bien, merci Jérémy. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à cet atelier de présentation du nouveau programme Erasmus+ pour la période, la programmation 2021-2027. Merci aux équipes de l'agence qui l'ont préparé avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme et aussi d'impatience parce que nous avons attendu quand même quelques semaines avant la publication des directives donc sur le nouveau programme, et on ne pouvait pas organiser cet atelier de présentation sans disposer des directives. Je suis très très heureuse de voir que vous êtes extrêmement nombreux pour cet atelier. Alors évidemment, je vois plutôt des écrans noirs. C'est un peu frustrant, mais j'ai quand même reconnu des noms d'organismes que je connais depuis mes précédentes fonctions, mais aussi dans le cadre du service civique. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver si nombreux, parce que je crois que dans cette période, nous avons besoin de citoyens européens engagés, motivés, passionnés par le dialogue avec l'autre, par la découverte d'autres cultures, d'autres langues, et bien sûr par cette formidable thématique, cette formidable opportunité que représente la mobilité européenne des jeunes. Alors, je vais vous dire voilà, quelques mots en trois parties. D'abord, un petit mot de contexte. Ensuite, vous dire quels sont les grands axes de ce nouveau programme sans rentrer dans les détails, parce que bien sûr, les équipes le feront. Et puis, je finirai par des perspectives sur le lien et les complémentarités entre Erasmus+, Corps européen de solidarité, évidemment également, et le service civique. Donc, après le vote du budget de l'Union européenne en décembre dernier, puis l'adoption par un accord politique qui a été assez compliqué du programme Erasmus+, le programme prévoit maintenant une augmentation spectaculaire de son budget. Hein, on ne le rappellera jamais assez, plus de 80% d'augmentation pour la période 2021-2027. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, puisque le 25 mars, le guide, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le guide du programme et l'appel à propositions pour 2021 ont été officiellement publiés. Donc, nous pouvons entrer de manière décidée dans cette période d'accompagnement des partenaires vers les premiers dépôts des projets Erasmus+, pour cette période 2021-2027. Évidemment, ce démarrage, il se fait dans un contexte particulier, la crise sanitaire que nous subissons tous, et cette crise qui entraîne un fort ralentissement des activités liées à la mobilité internationale depuis un an, même si on voit que finalement, vous toutes et tous, ne vous laissez pas abattre, et il y a encore plein de projets qui se transforment en virtuel, quelques efforts aussi sur la mobilité. On ressent dans cette lutte pour rester en lien cette passion pour le dialogue interculturel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, un contexte quand même sanitaire particulier qui nous complique la vie, mais des perspectives d'amélioration que nous espérons voir rapidement. J'ose pas dire de date, mais en tout cas, si on regarde ce qui est annoncé dans les différents pays européens,
Ça pourrait être quand même dans les semaines qui viennent. Et là encore, notre avenir dépend de l'Europe, hein, de cette politique de vaccination, de production du vaccin qui est réalisée en Europe. Au titre de ce contexte particulier, les nouvelles opportunités offertes par Erasmus+ se veulent des réponses adaptées à ce contexte exceptionnel qui frappe, vous l'avez vu, hein, et c'est le cas de tous les pays d'Europe, un contexte qui frappe particulièrement les jeunes. C'est pourquoi ce nouveau programme, il offrira des moyens renforcés pour mettre en place des projets qui ont pour objectif de créer des découvertes interculturelles, d'apprentissage, dans un monde finalement où les compétences interculturelles sont indispensables pour comprendre son environnement, mais aussi accéder à des emplois intéressants et de qualité. Donc, on est vraiment sur un programme qui, bien qu'appartenant à l'éducation non formelle, est une opportunité formidable pour construire un avenir professionnel et puis bien sûr personnel pour notre jeunesse. Cette année, c'est une année particulière hein, puisque nous nous rapprochons de plus en plus de l'inauguration de la présidence française de l'Union européenne, la PFUE, au 1er janvier 2022, qui a vraiment pour ambition, et là les décideurs politiques veulent s'appuyer sur nous, pour rendre plus visibles, plus accessibles toutes les opportunités d'engagement et d'apprentissage entre pays européens ou sur des thématiques européennes. Évidemment, l'Agence du service civique s'impliquera pleinement dans les activités de cette fameuse PFUE. Et je parle de l'Agence du service civique, je crois que c'est clair pour vous toutes et tous hein, que l'Agence du service civique est l'organisme, l'opérateur public de l'État qui à la fois déploie, comme son nom l'indique, le service civique, mais qui héberge aussi en son sein ou qui a intégré l'agence Erasmus+ jeunesse, donc avec les volets jeunesse et sport en 2015, ainsi d'ailleurs que le centre ressources Salto Euromed. Et depuis 2018, nous avons aussi la charge du corps, la responsabilité du corps européen de solidarité. J'y reviendrai dans mon troisième point quand je parlerai des opportunités de synergie. Alors, sur ce nouveau programme, bon, il s'inscrit, j'ai parlé de renforcement, de moyens complémentaires, mais il s'inscrit aussi dans une continuité, évidemment, hein, celui du programme 2014-2020 et puis celui auparavant qu'on appelait jeunesse en action, la période 2007-2013. Donc, il y a une forme de continuité. Hein, c'est bien sûr permettre la réalisation de projets dans le champ de l'éducation non formelle et de l'éducation populaire, en encourageant des pratiques éducatives innovantes qui facilitent l'acquisition de ces compétences interculturelles que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure, des compétences aussi linguistiques, bien sûr, faciliter des expériences et sur la base de pratiques qui vont participer, ça c'est très important, à l'émancipation des jeunes, au renforcement de leur engagement dans le processus démocratique, notamment par la prise de conscience de la citoyenneté européenne. Il s'agit vraiment d'aider les jeunes à s'emparer de clés pour comprendre le monde et puis ensuite d'en être évidemment acteurs et poser leur pierre à l'édifice du monde et de l'Europe, non seulement de demain, mais bien sûr dès aujourd'hui. Donc, une continuité et bien sûr aussi des nouveautés, puisque ce nouveau programme, il se veut plus ambitieux à plus d'un titre. Hein. D'abord, je l'ai déjà sous-entendu sur le volet budgétaire, augmentation de 80%. Donc, on pourra financer plus de projets et donc cela bénéficiera à plus de jeunes et aussi à plus de structures, plus d'acteurs de jeunesse. Et l'ambition, elle porte également sur le souci de simplifier la gestion budgétaire et opérationnelle avec la mise en place d'un système d'accréditation, un usage plus important des lignes budgétaires forfaitaires. Je pense que ça, c'était très attendu dans cette simplification, était très attendu dans votre communauté. Donc, nous, on va vous accompagner dans ce sens-là. Et ce qui sera très important, c'est que vous nous fassiez régulièrement des retours
sur cette nouvelle manière de fonctionner, parce que ensuite ces retours, évidemment, on les porte à un plus haut niveau à la Commission, comme on l'a fait dans ces dernières années de négociation du nouveau programme, où nous avons porté de nombreuses propositions qui émanaient vraiment de retours de terrain, de vos retours. Alors certaines, comme la simplification ou abouties, d'autres doivent encore être prises en compte, mais vraiment d'être en lien à la fois sur la philosophie, mais aussi sur l'opérationnel et l'ingénierie, c'est très important. Donc, voilà, une continuité et puis évidemment, 2 ambitions fortes, plus de moyens et plus de simplification dans un sens de l'accessibilité. Par ailleurs, cette nouvelle programmation, elle a l'objectif, l'ambition d'être un vecteur plus que par le passé, un vecteur de changement sociétal, et se concentre sur 4 priorités. D'abord, l'inclusion, avec l'ambition de permettre l'émergence de très nombreux projets éducatifs engagés, avec donc évidemment ce soin de rester accessible à tous les jeunes, tous les profils de jeunes, quelle que soit donc leur origine, leur géographie, leur niveau de diplôme, leur capacité physique. Je pense évidemment aux jeunes en situation de handicap. Donc il faut vraiment toucher tous les jeunes, et on voit bien les effets de la mobilité européenne ou du contact avec la culture de l'autre. Souvent pour les jeunes les plus éloignés, les effets sont décuplés. Donc poursuivons nos efforts d'inclusion et de diversité. Deuxième priorité, c'est la participation des jeunes. Je l'ai déjà sous-entendu tout à l'heure en disant que les jeunes, il faut les aider à être des acteurs, des citoyens engagés. Donc, participation des jeunes dans la vie démocratique à tous les niveaux, local, national, bien sûr européenne, avec pour ce faire la mise en place de nouvelles sous-actions. Il y en a 2. Les activités de participation des jeunes sur lesquelles les équipes reviendront, et Discover EU. Ces 2 actions-là se veulent des moyens simples à portée des jeunes pour les amener à prendre vraiment une part active dans la construction du projet européen. Troisième priorité, c'est le numérique, donc qui est vraiment un aspect vraiment fortement renforcé dans cette nouvelle programmation. C'était déjà en instance avant la crise, mais évidemment la crise a fait émerger l'urgence de s'attacher à cette priorité. Donc, il s'agit de capitaliser sur les expériences imposées par les mobilités virtuelles de ces derniers mois, et accélérer la transition numérique afin d'enrichir les opportunités d'apprentissage dans les projets Erasmus+. Donc à la fois pour faciliter la rencontre, mais aussi pour permettre l'acquisition de compétences numériques de tout chacun. C'est vraiment ces deux aspects-là. Évidemment, il n'est pas question de remplacer la vraie rencontre par le numérique. Donc, il faut que le numérique soit un soutien à la préparation, au suivi, mais aussi un moyen d'acquérir des compétences, mais sûrement pas un outil de substitution. Et dernière priorité, bien sûr, c'est la couleur verte, le développement durable. Donc, dans la lignée du Green Deal, du Pacte vert pour l'Europe qui a été lancé en 2019. Donc, vraiment, ce nouveau programme, il se veut être un moyen de développer des projets qui ont pour but de sensibiliser aux questions environnementales, mais aussi de proposer aussi des outils d'éducation pour devenir plus vertueux, en incitant dans les projets de mobilité à utiliser des modes de transport durables, avec des incitations financières pour utiliser ces modes de transport durables, et des pratiques moins impactantes pour la planète. Donc, on voit bien aussi le paradoxe, parce que la mobilité, c'est se déplacer. Bon, évidemment, la facilité, c'est de se dire, je me déplace, je prends l'avion. Donc voilà, comment on travaille sur ce paradoxe-là d'avoir une mobilité plus verte et moins impactante. Ça, je regarderai tous les projets en ce sens avec beaucoup d'attention, parce que je crois que c'est l'avenir, et puis c'est un point extrêmement nouveau du programme. Dernier point 3 de mon exposé que je vous annonçais tout à l'heure, donc c'est les synergies avec le service civique, les perspectives de complémentarité.
D'abord sur le développement durable, puisque c'est un enjeu décisif qui est fortement investi par l'Agence du service civique, tel que les jeunes et les participants à la grande consultation citoyenne que nous avions lancée l'année dernière pour nos 10 ans nous ont rappelé. Cette thématique du développement durable est sortie, première thématique plébiscitée par les participants à cette consultation citoyenne. Donc thématique du développement durable, transition énergétique, première grande thématique après l'égalité femmes-hommes, ce qui me réjouit. Donc c'est vraiment pour nous un champ à investir, bien sûr dans les projets, mais aussi d'ailleurs en interne où on doit encore faire beaucoup de progrès. Donc voilà, un champ qui nous permet d'installer vraiment une transversalité assumée entre les programmes européens et le service civique. Quand je parle des programmes européens, c'est vraiment Erasmus+ et le CES. Par ailleurs, donc dans cet aspect-là, ce travail sur les synergies, nous souhaitons dès le début de cette programmation poursuivre nos efforts pour rendre plus complémentaires les différentes opportunités pour les jeunes, permettre la constitution de parcours d'engagement et de mobilité qui soient adaptés aux attentes, aux besoins des jeunes et à la situation de chacun. Donc voilà, le projet le plus entre guillemets lambda, mais qui n'est pas assez courant, c'est un jeune qui, pendant son service civique, prépare sa mobilité européenne. Ça peut être aussi des jeunes en service civique en France qui régulièrement rencontrent des jeunes CES venus d'Europe, voilà, pour avoir un lien avec cette Europe. Donc, il y a vraiment plein de choses à inventer. Et je dois dire, c'est à l'agence, pour moi, une très grande priorité de par mon attachement à ce projet européen, mais ça reste encore des possibilités qui sont encore sous-exploitées à l'agence et que nous espérons vraiment amplifier grâce à toutes les propositions et toute la créativité dont vous ferez preuve. Et pour conclure, dans ce contexte si particulier, il est important pour nous à l'agence de savoir justement qu'elle peut compter sur vous, sur des structures qui sont fortement mobilisées pour soutenir l'interculturalité, pour soutenir une Europe plus verte, plus inclusive, plus démocratique, plus participative. Et ça passe vraiment par des partenariats renforcés, innovants avec d'autres pays. Donc, merci de nous soutenir à être toujours meilleurs. Et puis, soyez certains que nous serons à vos côtés pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous aider. Il me reste à vous souhaiter de bons ateliers. Soyez sûrs que je regarderai les comptes rendus avec beaucoup d'attention. Je suis aussi disponible pour vous rencontrer si vous le souhaitez, découvrir tout ce que vous faites sur le terrain, me déplacer. J'adore venir à la rencontre des projets et des jeunes. Je les fais régulièrement même et malgré la crise, donc n'hésitez pas à me solliciter. C'est toujours évidemment très intéressant de faire du terrain. Donc merci, bravo à tous et puis vive l'Europe. Et je redonne la parole maintenant à Jérémy Trémolière pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Je remercie Aurore Brachet qui est là aussi pour le Corps européen de solidarité et Clémence Aqueux qui est encore assez nouvelle à l'agence en charge de la communication. Merci, bon séminaire et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour reprendre sur le cadre qui nous est proposé sur le nouveau programme Erasmus+, donc de manière générale, juste pour reprendre un tout petit peu les éléments que Madame Engrand vient de présenter, on a un programme qui, sur cette période 2021-2027, est très ambitieux, notamment au niveau budgétaire, avec une vraie augmentation, puisqu'on parle de 80%, ce qui est très, très rare dans le contexte actuel, avec comme objectif global sur la période de toucher 10 millions de participants, à la fois des jeunes et des professionnels qui les accompagnent. Et là, je parle vraiment de tous les secteurs confondus. Je ne reviendrai pas sur les aspects prioritaires qui sont proposés sur ce nouveau programme en termes d'inclusion, de verdissement des pratiques, du numérique et de la participation, qui ont déjà été évoqués par la présidente, juste pour vous mettre à l'esprit qu'il y a deux entrées sur ces quatre aspects-là.
C'est des sujets qui vont être très regardés dans les projets qui sont portés, donc tous les projets qui auront comme cible et comme priorité ces éléments-là seront favorisés dans l'accès au financement. Et la plupart des lignes budgétaires qui sont présentées dans les actions financées dans le programme intègrent ces aspects-là. Donc à la volée, je vais reprendre les lignes de transport vert pour les mobilités, des forfaits à l'inclusion qui sont intégrés maintenant sur les activités Erasmus+, qui permettent un accompagnement renforcé des jeunes les plus éloignés de la mobilité, et le souhait de voir les activités de mobilité s'enrichir en amont et en aval de la mobilité physique, de capacités de travail avec les outils numériques qui sont maintenant à notre disposition. Donc voilà, sur ces 4 aspects-là, gardez bien en tête qu'ils impactent à la fois les thématiques portées par les projets et les lignes budgétaires qui sont sous-tendues par le programme. Pour vous expliquer un petit peu où on se situe dans la galaxie Erasmus+, donc le programme Erasmus+, si on le prend dans sa totalité, a un découpage par secteur d'activité. Donc on va avoir l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Ces aspects-là sont gérés par l'agence Erasmus+ Éducation et Formation qui est située à Bordeaux. Et nous, on intervient sur le champ jeunesse et sur le champ sport, avec cette spécificité que pour le champ jeunesse, on a des actions qui sont décentralisées, donc pour lesquelles on va gérer les fonds et les candidatures se font directement auprès de l'agence française. Et pour le sport, en fait, les activités sont financées directement par l'agence exécutive à Bruxelles et on a une mission d'information et d'accompagnement avec un point national d'information sur le sport. Mais tous ces éléments-là sur le sport pourront vous être détaillés plus précisément dans l'atelier qui commence à 14 h. Donc je commence déjà la publicité pour les autres ateliers, qui sera animé par Aurélie Bezot. Donc ça, c'est un découpage sectoriel. Et vous avez après un découpage par action clé. Donc on va avoir sur l'ensemble des secteurs un découpage avec l'action clé 1 qui va prendre la mobilité des individus, donc à la fois les jeunes et les professionnels. Un volet qui s'appelle l'action clé 2 et qui a pour objectif de favoriser l'émergence de coopération de qualité et l'échange de bonnes pratiques. Et l'action clé 3 qui sous-tend des activités qui vont venir renforcer la participation des jeunes aux réformes liées aux politiques publiques. Donc, les activités de l'action clé 3 sont toutes centralisées et gérées directement par l'agence exécutive. Pour ceux qui étaient familiers avec l'ancien programme, ce qu'on pouvait financer dans le cadre de l'action clé 3, donc notamment lié avec le dialogue structuré, se retrouve maintenant dans les activités de participation des jeunes au sein de l'action clé 1, mais j'y reviendrai juste après. Donc, vous avez ces trois grands piliers du programme qui se retrouvent dans chacun des secteurs. Et pour vous donner une idée de la ventilation budgétaire, on est en général sur 70% sur l'action clé 1, 20% sur l'action clé 2 et à peu près autour de 10% sur l'action clé 3. Par rapport au programme jeunesse, et avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on va retrouver dans l'action clé 1 et l'action clé 2 dans le découpage, une information générale liée au cadre dans lequel on est. Donc on parle de programme européen, mais on a une couverture géographique qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Notamment pour les activités de l'action clé 1, on va avoir une couverture, donc des possibilités de partenariat avec des structures qui sont dans les pays programmes. Donc ça va reprendre les pays de l'Union européenne, mais un peu plus largement, avec des pays qui sont candidats à l'adhésion ou des pays qui sont dans le champ des accords tels que l'AELE, par exemple. Donc on va retrouver la Norvège, la Macédoine, la Turquie, par exemple. Vous avez toute une liste de pays programmes qui disposent d'une agence nationale et qui peuvent déléguer les fonds directement. Donc les structures de ces pays-là peuvent candidater auprès de leur agence nationale. Et on a l'intégration des pays partenaires pour lesquels les jeunes peuvent, ou les professionnels peuvent être intégrés en tant que partenaires. Et ça va concerner les 3 zones du voisinage, donc la rive sud du bassin méditerranéen, la zone des Balkans et la zone des pays de l'Est et du Caucase. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des partenariats très étendus. Je reviendrai juste 2 petites secondes sur l'impact du Brexit et le fait que le Royaume-Uni, à ce jour, n'est plus un candidat éligible pour les activités qui seront financées dans le programme 2021-2027. Donc, ils peuvent prendre part, les partenaires du Royaume-Uni peuvent prendre part aux activités qui ont été financées dans l'ancien programme,
mais pas dans le programme qui démarre actuellement. L'autre aspect aussi, pour démystifier un petit peu le lien sur les programmes européens, notamment sur les fonds structurels, c'est que on opère, nous, un préfinancement important. Donc, en général, on va préfinancer à hauteur de 80% avant la mise en place des activités. Le rapport d'apport de cofinancement est beaucoup moins important que sur des fonds structurels. Donc, je ne reviendrai pas forcément dans les détails là, mais gardez en tête qu'en termes de trésorerie et d'accessibilité des fonds, on est assez loin des fonds structurels, même si les programmes qu'on gère sont d'une certaine technicité, on est quand même bien en deçà de ce qui se fait sur ces fonds-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup dans le volet jeunesse du programme Erasmus+ pour 2021-2027? Donc d'abord dans l'action clé 1, tout ce qui touche aux mobilités, donc à la fois les mobilités des jeunes et les mobilités des professionnels qui les accompagnent. Et donc sur les mobilités des jeunes, on va trouver trois options: les échanges de jeunes, les activités de participation des jeunes et l'intégration de Discovery. Donc, juste pour rappel sur ces activités-là, donc échange de jeunes et activités de participation des jeunes, on est sur une tranche d'âge de 13 à 30 ans. L'idée sur les échanges de jeunes, c'est de permettre à des groupes de jeunes, d'au moins 2 pays, de participer à des activités qui vont aller de 5 à 21 jours et qui vont permettre, dans ce laps de temps-là, à ces jeunes d'échanger sur ce qui les rapproche et ce qui les différencie sur des grandes thématiques liées à la société, donc l'environnement, la tolérance, l'intégration et l'employabilité, ce genre d'éléments-là. Et les activités qui sont portées et qui seront réalisées pendant les échanges et le fait de vivre en collectivité pendant ces temps-là va favoriser à la fois une meilleure interculturalité et on espère le renforcement de la confiance en soi et l'acquisition de certaines compétences. C'est une activité très classique dans le programme et elle est reproduite dans ce format 2021-2027. On a une nouvelle sous-action donc, qui est l'activité de participation des jeunes, qui est en partie une reprise de ce qu'il y avait avant sur le dialogue pour la jeunesse en lien avec la question du dialogue structuré. Et cette sous-action a vocation à permettre à des groupes, à des jeunes, qui a un portage soit par des groupes informels, soit par des organisations, de mettre en place des activités qui peuvent avoir une dimension locale, nationale et ou transnationale, des activités qui vont leur permettre de prendre une part plus active dans le processus démocratique, de travailler beaucoup autour des questions de l'information, de la qualité de l'information et de comment elle intervient justement dans ces prises de décision. Et cette sous-action, qui vous sera présentée plus en détail dans les activités, dans les ateliers K1 qui auront lieu demain matin, je continue ma publicité, va permettre aux structures d'organiser des temps forts, des campagnes de sensibilisation, des ateliers en ligne. Donc, il y a vraiment là une conception assez nouvelle et très hybride et très ouverte des activités qu'on peut mettre en place dans cette sous-action-là. Et le caractère local, national et transnational est aussi un aspect assez intéressant à mettre en avant. La dernière sous-action qui va intéresser les jeunes directement et qui n'est pas portée en termes de financement par l'agence, c'est Discovery. Discovery, c'est une initiative qui a été prise il y a quelques années par le Parlement, il me semble, pour permettre à des jeunes de 18 ans de découvrir l'Europe par le biais de la mise à disposition d'un pass interrail et leur permettre de voyager en train entre quelques jours et un mois pour découvrir l'Europe de manière informelle. Donc, ce dispositif intègre formellement Erasmus+. Par le biais d'un concours 2 fois par an, les jeunes vont pouvoir candidater pour bénéficier de ce pass Interrail. Et le rôle de l'agence dans la mise en place de ce dispositif-là, dans le nouveau programme, ça va être d'enrichir cette expérience-là et d'en faire vraiment une expérience d'apprentissage en entrant sur 2 aspects. La possibilité de mettre en place des activités de mise en réseau entre les jeunes qui vont partir par ce biais-là, la rencontre avec des jeunes locaux qui pourraient être en contact avec des jeunes européens qui transitent en France par ce biais-là. Donc, enrichir toute cette aventure-là avec un cycle de formation.
et aussi accompagner des structures telles que les vôtres qui voudraient mettre en place des activités et proposer à des jeunes qui transitent par le biais du pass Interrail en France de prendre part à ces activités. Alors, très simplement, une structure qui organiserait des maraudes, par exemple, et qui voudrait proposer à des jeunes qui viennent de s'associer à une séquence sur une journée ou deux, aurait la possibilité sur la plateforme du portail européen de la jeunesse de mettre en avant cette opportunité-là et de faire en sorte que ces jeunes puissent y participer. Et nous, on va avoir comme rôle de faciliter cette mise en relation. La dernière sous-action qui reste dans le nouveau programme, c'est la mobilité des acteurs de jeunesse. C'est là la possibilité pour des professionnels et des bénévoles qui accompagnent les jeunes dans leur quotidien de se former et de confronter leurs pratiques avec leurs homologues dans d'autres pays, et la possibilité d'organiser des échanges qui peuvent être soit du bilatéral et une personne qui va dans une structure pendant un certain nombre de jours pour voir comment ses collègues travaillent, ou alors l'organisation de séminaires ou d'activités de formation. Voilà, c'est des possibilités de financement sur lesquelles on va pouvoir opérer. De manière très large, en général, sur toutes ces activités de l'Action Clé 1, on va venir financer les transports et la mise en place des activités, donc l'hébergement, la nourriture et la mise en place des activités par le biais d'entrées forfaitaires. Donc, encore une fois, tous ces éléments-là seront présentés plus en amont dans le cadre des ateliers K1 qui seront tenus demain matin. Comment accéder à ces financements-là? Il y a une voie classique qui est maintenue sur le nouveau programme et qui est pour le moment la voie principale parce qu'on va consacrer 80% du budget sur cet accès-là. C'est par le biais d'appels à projets. Donc, cette année, il y aura 2 appels à projets et le premier est très rapide. Donc, l'appel à projets pour le R1 est au 11 mai et le deuxième sera au 5 octobre. Et donc, pour candidater sur ces appels à projets, il y a des formulaires en ligne. Donc, il y a quelques démarches préalables à opérer pour enregistrer votre organisation. Et après, vous avez la possibilité de candidater en ligne par le biais de formulaires. Donc, encore une fois, ces éléments-là seront présentés plus en détail dans les ateliers. Et donc, juste pour garder à l'esprit que cette modalité d'accès au fonds est vraiment préconisée pour des structures qui utiliseraient de manière très épisodique les opportunités offertes par l'Action Clé 1. La nouveauté, c'est le lancement dans ce nouveau programme de la possibilité de passer par un système d'accréditation. Donc, pour les organisations qui voudraient se mettre dans un cadre pluriannuel et d'avoir vraiment une dimension stratégique dans l'utilisation à la fois des échanges de jeunes, de la mobilité des acteurs de jeunesse et à terme des activités de participation des jeunes, la possibilité de présenter un projet global qui serait analysé une fois, et une fois que ce projet serait validé, il pourrait faire des demandes de financement qui seraient liées au projet initial chaque année pour venir financer ces mobilités. Donc le système d'accréditation a été lancé dès la fin de l'année dernière pour pouvoir permettre à certaines structures de se lancer dès cette année sur cette nouvelle opportunité. Donc on a une dizaine de structures qui ont obtenu l'accréditation sur cette année, et je passe un petit message, on va revenir vers vous très rapidement pour vous donner plus d'éléments sur la suite des aventures. Mais en gros, il y a une dizaine de structures qui ont l'accréditation pour cette année et vont pouvoir dès à présent faire une demande de financement pour commencer à mettre en place les activités prévues dans le cadre de ces accréditations. Le souhait de l'agence, c'était de commencer doucement sur ce volet-là, de bien prendre connaissance des modalités, d'attendre la publication du guide pour aller vraiment plus en amont. Et je reviendrai après sur les objectifs annuels de déploiement. Mais on sera vraiment cette année sur une montée dans l'accompagnement et dans l'accompagnement des structures qui souhaitent passer par ce biais-là dans leur financement pour faire une demande d'accréditation dans le cadre de l'année 2021 pour permettre d'accéder à ces financements-là à partir de 2022. Donc, beaucoup d'informations à suivre sur ce nouveau système d'accès au financement sur la K1 dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, ça, c'était pour l'action clé 1. Pour l'action clé 2, très rapidement, on a maintenant des opportunités qui s'appellent les partenariats, qui reprennent le cadre qui était proposé dans le précédent programme dans le cadre des partenariats stratégiques. Et on va retrouver dans les partenariats donc, qui ont vocation à permettre l'émergence de bonnes pratiques, de consolider les réseaux et de faire en sorte que ça crée un terreau fertile pour l'utilisation des mobilités avec un impact le plus fort sur les territoires et sur les jeunes qui y participent.
deux types de partenariats qui vont être possibles à partir de maintenant. Un partenariat de coopération, qui est un partenariat ambitieux, qui nécessite au moins 3 partenaires européens, qui a vocation à être un projet d'ampleur, ayant un fort aspect transsectoriel. Donc l'idée, c'est que les partenaires qui soient associés à ce partenariat apportent des choses différentes et viennent, par leur complémentarité, venir donner vraiment une expertise sur chacun des aspects touchés par le partenariat et les réponses auxquelles les partenaires souhaitent apporter des évolutions dans les pratiques, dans l'accompagnement des jeunes. Il s'adresse vraiment à des structures qui sont expérimentées sur les projets européens. Et là encore, vous aurez plus d'informations sur ces aspects-là dans les ateliers KA2 qui seront tenus vendredi après-midi. Mais en gros, ces projets-là sont des reprises des partenariats stratégiques avec pour vocation d'avoir aussi un portage budgétaire important puisqu'on est jusqu'à 400 000 € par projet sur des durées de 3 ans. La nouveauté, là où je voudrais porter votre attention, c'est l'introduction de partenariats à petite échelle, qui sont en fait des portes d'entrée pour des structures qui seraient peu expérimentées, notamment peu expérimentées sur la mobilité transnationale. Donc il y a une petite erreur sur le PowerPoint, je suis désolé, mais c'est au moins 2 partenaires, donc le porteur de projet et un partenaire additionnel. Ce partenariat à petite échelle a pour vocation à permettre à des structures de venir consolider le travail à l'international et bâtir des premières pratiques. Et l'idée, pour faciliter cet accès-là, c'est que la gestion administrative et financière soit facilitée. Donc, on va retrouver là quelque chose qui est très nouveau dans le programme, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une demande de financement avec des lignes budgétaires dédiées très découpées. On va avoir la possibilité d'obtenir un financement forfaitaire avec 2 entrées, enfin un financement à 30 000 € et un financement à 60 000 € pour financer la totalité du partenariat. Là encore, l'idée, c'est que dans les ateliers, on puisse venir vous préciser ces éléments-là. Mais l'idée principale à garder en tête, que ces partenariats à petite échelle sont des portes d'entrée pour travailler sur les réseaux et la montée en compétences facilitée. Je fais une petite incise sur le volet sport pour vous dire qu'on va retrouver le volet sport dans le programme Erasmus+, sur ces actions-là. Donc, ce qui est vrai pour la jeunesse sur les partenariats de coopération, les partenariats à petite échelle, existe également pour le volet sport, avec des modalités de dépôt qui sont différentes, puisque les dépôts se font directement auprès de l'agence exécutive, mais le cadre des projets est le même. Auquel il faudrait ajouter la possibilité de financer des manifestations à but non lucratif qui permettent de mettre en place des projets autour d'activités sportives qui mettent en avant tous les aspects sociétaux du sport, l'intégration, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, ce genre d'aspects-là. Donc, encore une fois, ces éléments seront présentés plus en détail par mes collègues cet après-midi à partir de 14 h. Donc, n'hésitez pas à participer à cet atelier-là. Pour les partenariats de coopération et les partenariats à petite échelle, il y a la possibilité d'accéder à ces financements par 2 appels à projets. Donc, les dates sont un petit peu décalées par rapport à la K1. On va avoir un premier appel à projet le 20 mai et un deuxième appel à projet le 3 novembre. Je voudrais insister sur la spécificité de cette année 2021. À la fois parce que du coup, c'est l'année de lancement et il y a tout un travail d'accompagnement à la prise en main de ces nouvelles activités, mais aussi vous expliquer que le contexte sanitaire bouscule un petit peu la répartition budgétaire et du coup l'orientation un peu de déploiement stratégique sur cette année. Donc les budgets qui ont été alloués pour 2021 prennent en compte l'augmentation budgétaire qui est marquée sur la totalité du programme Erasmus+, mais renverse un peu le paradigme de répartition entre l'action clé 1 et l'action clé 2, parce que, les mobilités sont encore très, très difficiles actuellement et qu'il y a beaucoup de projets qui sont gelés, et 2, que beaucoup de projets qui ont été financés sur l'ancien programme sont toujours en cours, les activités n'ont pas pu être réalisées et les dates déportées. Donc, il y a une réserve budgétaire importante sur l'action clé 1. Donc, la Commission a souhaité plutôt permettre à cette première année d'être une année où on va mettre un focus sur la mise en place de partenariats et en gros recréer un terreau fertile pour quand la mobilité sera de nouveau possible, ce qu'on espère le plus rapidement possible, donner des conditions de mise en place de ces activités les plus favorables possibles.
Donc, il y a une très forte augmentation budgétaire sur les activités KA2 pour l'école 2021, puisqu'on a un quasi-doublement des budgets sur les activités de partenariat, et notamment sur les partenariats de coopération. Donc, le choix qu'on a opéré, nous, pour utiliser de manière la plus coordonnée et la plus efficace ce budget et cette opportunité un peu unique, c'est de déporter une grande partie de ces financements sur l'action clé 2, sur le deuxième round, donc celui qui est avec une deadline au début novembre. Et notre ambition, c'est de vous accompagner sur les territoires à se saisir de cette opportunité-là, donc avec des formations et un accompagnement dédié, pour faire en sorte que vous puissiez partout où c'est nécessaire, où des projets émergent à la fois sur des territoires donnés ou sur des thématiques données, projets de partenariat qui pourraient être vraiment la construction de projets de mobilité future de grande qualité. Voilà, se saisir de cette opportunité de cette date de novembre pour déposer ces projets. Donc, l'activité de l'année va être très orientée autour de cet aspect-là. Et sur l'action clé 1, une grande activité aussi sera apportée à l'accompagnement sur la perception de ce que propose ce nouveau cadre d'accréditation et accompagner toutes les structures qui le souhaitent à mieux appréhender ces modalités et à déposer des projets de qualité pour pouvoir faire en sorte que les structures puissent émerger sur ce biais-là le plus rapidement possible. Voilà pour le contexte. Je vais vous introduire maintenant les opportunités de formation et d'appui à la mise en place de projets que vous allez pouvoir obtenir par le biais du programme, notamment par l'action d'un des pôles de l'agence, qui est le pôle coopération, et qui va vous permettre de participer à des activités de formation qui seraient financées par un budget dédié à l'agence, qui va permettre de promouvoir l'échange d'expériences entre les acteurs de jeunesse à un niveau européen et maintenant aussi à un niveau national, renforcer les compétences et travailler sur la qualité des projets. Donc, c'est un panel de formation et d'activités qui est ouvert à tous les porteurs de projets, les travailleurs, les animateurs de jeunesse et les acteurs de la politique jeunesse. Pour vous donner un petit peu des éléments, vous pouvez participer à des activités qui se déroulent en France et qui sont organisées par l'agence française, ou vous pouvez participer à des activités menées à l'étranger, organisées par d'autres agences nationales et pour lesquelles nous, on prendra en charge les frais de participation. Le process, c'est que vous avez un calendrier et des possibilités d'inscription sur un site, donc tout est centralisé sur le site saltoyouth.net, sur lequel vous pouvez vous créer un profil et accéder à l'ensemble des offres de formation qui sont disponibles. Vous pouvez candidater et après vous rapprocher de nous pour savoir si on peut financer ou pas votre participation. Au-delà de ce que font les agences nationales dans la sphère du programme Erasmus+ Jeunesse et dans le cadre du Corps européen de solidarité, je vais vous mettre aussi en tête que vous avez des centres qui s'appellent des centres ressources Salto et qui vont venir appuyer à la mise en place de projets et de pratiques sur deux axes. Un, sur le développement de projets avec des partenaires dans les zones du voisinage. Donc, il y a 3 Salto régionaux. Un Salto sur l'Europe de l'Est et le Caucase, un sur le sud-est de l'Europe, donc les Balkans, et un sur le Salto Euromed, qui est porté par l'agence française, sur lequel je reviendrai dans 2 minutes. Et des Saltos qui vous appuient sur le déploiement de projets liés avec des thématiques, donc sur l'inclusion et la diversité, sur la participation des jeunes et leur information de manière générale, et un Salto qui coordonne toute la mise en place des activités de coopération et de formation. Il y a un dernier Salto dédié spécifiquement au corps européen de solidarité. Donc, sur le site Salto Youth, vous avez toutes les ressources mises en place par ces différents centres de ressources. Donc, nous accueillons, nous, le centre de ressources Salto Euromed, qui a pour vocation d'appuyer au développement et d'activités avec les pays de la rive sud du bassin méditerranéen. Donc, vous voyez là les pays et les zones d'intervention. L'idée du Salto, c'est de venir, par le biais d'activités multiples, vous aider à trouver et à renforcer des partenariats à destination de ces zones-là. Et vous avez du coup des activités de mise en réseau, de formation, de séminaires, soit en propre, soit directement en lien avec d'autres agences nationales. La mise en place d'outils pédagogiques
et d'échanges autour des bonnes pratiques et de capitalisation. Salto est aussi produit énormément de documentation à destination des travailleurs et des professionnels dans l'accompagnement de la jeunesse. Et l'activité de Salto aussi est très impliquée dans la mise en place du corps européen de solidarité, donc avec l'activité d'appui à la labellisation des structures dans la rive sud de la Méditerranée pour le corps européen de solidarité et la formation de ses volontaires et des tuteurs de ces organisations dans le bassin méditerranéen. J'ai été un peu long. Je vais, sans transition, donner la parole à ma collègue Aurore Brachet, qui va vous proposer une présentation de ce qui se passe sur le corps européen de solidarité. Aurore, est-ce que je peux te laisser prendre la main du coup? Excuse-moi, je suis en train de régler mon son et ma caméra. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, a priori, tu m'entends, Jérémy? Oui. Oui, c'est bon. Dans le chat, tout le monde te dit oui. Donc, Ok. tu peux y aller. Pardon, j'ai eu un moment de solitude. Je vais vous partager mon écran. Voilà, donc logiquement, vous devez voir la nouvelle présentation sur le corps européen de solidarité. Donc merci Jérémy. Je vais essayer d'être brève puisque le temps restant est assez court si on veut peut-être un petit peu échanger avec vous. L'enjeu, c'est de vous présenter les grandes lignes du corps européen de solidarité, sachant que c'est une présentation pour vous séduire et que vous puissiez venir à un temps fort que l'on consacrera au mois de mai sur le corps européen de solidarité pour avoir de plus amples informations sur le programme. Donc, le corps européen de solidarité 2021-2027, il fait suite au programme qui a été lancé en 2018. Certains d'entre vous connaissez très certainement le volet volontariat qui a été inclus dans le programme Erasmus précédemment avec le service volontaire européen. Et à partir de 2018, la Commission européenne a choisi de lancer le corps européen de solidarité en dissociant le volet volontariat du programme Erasmus et en l'intégrant dans ce nouveau programme corps européen de solidarité. Donc en 2021-2027, on est vraiment sur une continuité de ce qui a été lancé entre 2018 et 2020, avec quelques évolutions que je vais quand même vous présenter. On a un budget dédié qui sera de plus de 1,009 milliard d'euros, donc un budget qui est assez conséquent pour la période 2021-2027 et qui devrait permettre à plus de 270 000 jeunes de partir en mobilité ou de s'engager dans des activités de solidarité. L'ambition du programme reprend les orientations principales de l'Union européenne et sur lesquelles est revenu Jérémy en introduction, à savoir que le corps européen de solidarité est aussi dans une logique plus inclusive, de soutenir des projets plus verts et d'aller vers aussi un renforcement des compétences numériques, donc un programme tourné vers le digital et avec en dernier lieu l'encouragement de l'engagement civique et autour des processus démocratiques. Donc on est vraiment sur un programme qui soutient de la même façon les priorités de l'Union européenne que Jérémy a présenté en introduction. Et pour la première fois, le corps européen de solidarité, dans sa version 2021-2027, va permettre aux jeunes de se porter volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc l'enjeu du programme européen de solidarité, c'est vraiment de donner les moyens aux jeunes d'être actifs, de devenir acteurs du changement au sein de notre société. Pour rentrer un peu plus dans les détails... Ah oui, non, c'est bon, pardon. Bon, il y avait une question sur le PowerPoint, mais c'est bon. On est sur la deuxième page, hein, c'est ça? Oui, c'est bon? Oui, ok, c'est bon alors. Merci. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur les actions du corps européen de solidarité, le programme soutient 3 types d'activités.
le volontariat humanitaire et les projets de solidarité que je développerai un petit peu plus après. Pour votre information, ceux qui connaissaient le programme du Corps européen de solidarité 2018-2020 ont pu travailler autour d'un volet qui existait entre 2018 et 2020, qui était le volet stage et emploi. Et dans la nouvelle génération 2021-2027, ce volet stage-emploi a disparu. La Commission européenne a fait le choix de circonscrire le corps européen de solidarité sur le volet volontariat et projet de solidarité, à la fois volontariat, humanitaire et projet de solidarité. Le programme, il est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans pour les activités de solidarité et de 18 à 35 ans pour tout ce qui est lié à l'aide humanitaire. Il a vraiment pour vocation à la fois de permettre aux jeunes d'apporter une contribution à la communauté locale, à la société, mais aussi, bien entendu, comme l'est le programme Erasmus, de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience et de développer de nouvelles compétences. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, le volet volontariat, qui est la première activité du Corps européen de solidarité. Le volontariat, c'est vraiment une activité de solidarité qui prend la forme d'une activité de volontariat non rémunérée et à plein temps. On est sur un volume horaire entre 30 et 38 heures maximum par semaine et les missions peuvent aller de 2 à 12 mois. Dans certains cas, la Commission autorise des missions à partir de 2 semaines, notamment dans une logique d'inclusion avec les jeunes ayant moins d'opportunités. Donc le volontariat individuel, il peut être à la fois transfrontière ou national. En France, sachez que on ne développe que le volet transfrontière dans la mesure où, comme le rappelait Béatrice Sangrand, notre présidente, nous avons le service civique à l'échelle nationale. Donc, dans une logique de complémentarité des dispositifs, on a préféré orienter le volontariat individuel soutenu par le Corps européen de solidarité sur le volet transfrontière et conserver le service civique sur le volet national. Un deuxième volet du volontariat, c'est le volontariat d'équipe, une deuxième forme de volontariat, donc qui permet à des jeunes de mener une activité de solidarité avec des participants qui proviennent au moins de 2 pays, qui s'engagent ensemble sur un projet de 2 semaines à 2 mois. Et il y a au moins un quart des volontaires qui doivent venir d'un autre pays que celui où l'activité a lieu. Ça peut être des missions dans le domaine de la restauration du patrimoine, la prise en charge d'espèces menacées, l'organisation d'activités dans des camps de réfugiés. Les activités sont multiples et en tout cas, ce que l'on constate, c'est que ces activités de volontariat d'équipe permettent vraiment de mettre le pied à l'étrier à des jeunes les plus éloignés de la mobilité et de l'engagement, puisque ça permet de développer des activités à l'échelle locale et ensuite peut-être de leur ouvrir des portes sur un volontariat individuel. Sur les équipes de volontaires, on a aussi une spécificité de volontariat d'équipe dans des domaines hautement prioritaires, avec des activités liées à une thématique particulière. Et cette année, en 2021, c'est la thématique de la santé et en lien avec l'impact de la crise sanitaire. Et ce volet équipe de volontaires dans les domaines hautement prioritaires n'est pas géré par l'agence française et reste centralisé à Bruxelles. En termes de financement de l'activité de volontariat, vous retrouvez des typologies de financement que vous connaissez sur Erasmus, avec la possibilité de participer, de prendre en charge les forfaits de voyage, un soutien organisationnel, des frais liés au coût direct de l'activité, mais aussi l'argent de poche. Une spécificité que met en place la Commission européenne, c'est le volet soutien linguistique. Les volontaires ont la possibilité d'accéder à un soutien linguistique, soit via des plateformes en ligne mises à disposition par la Commission européenne, soit par la prise en charge de cours de langue pour chaque participant. Et il y a, comme sur le programme Erasmus, des prises en charge de coûts exceptionnels ou des soutiens à l'inclusion pour permettre aux jeunes ayant moins d'opportunités d'accéder plus facilement au volontariat. Concernant le volontariat humanitaire dont je vous parlais en introduction, qui est le nouveau volet qui a intégré le Corps européen de solidarité, donc EU-AIDS Volunteers était déjà un programme de l'Union européenne, mais qui n'était pas du tout dans le programme du Corps européen de solidarité, qui était géré par une autre direction de la Commission européenne, et qui là intègre
le corps européen de solidarité, dans la logique de vraiment avoir une visibilité globale de l'ensemble des dispositifs qui soutiennent la logique de volontariat et de solidarité à l'échelle locale ou internationale. Donc le programme EUX Volunteers qui intègre le corps européen de solidarité permet à des jeunes de 18 à 35 ans de rentrer dans des missions de 1 mois à 18 mois sur une aide d'urgence. Donc on est vraiment sur la logique d'accompagner un territoire en difficulté, de porter une assistance et secours à des populations qui en ont besoin. Les structures qui décident de développer des missions de volontariat humanitaire ne sont pas gérées par l'agence française. La gestion reste centralisée, c'est ce que je vous mets dans la diapo, à l'échelle de Bruxelles. Donc là, cette année, pour être labellisé et pouvoir accueillir ou soutenir des mobilités dans le domaine humanitaire, la Commission européenne ouvre l'appel à projets jusqu'au 22 septembre 2021. Mais les organismes pourront aussi émarger tout au long de la programmation pour obtenir un label qualité, une labellisation qui leur donne la possibilité de déployer des missions sur les questions humanitaires avec des volontaires. Et le troisième axe du corps européen de solidarité, ce sont les projets de solidarité. Donc, ils sont ouverts là aussi aux 18-30 ans. Et l'ambition, c'est vraiment que l'activité soit mise en place, développée par les jeunes eux-mêmes à une échelle locale ou nouveauté du programme 2021-2027 à une échelle transfrontalière. Donc, la nouveauté, c'est cette expérimentation, notamment pour 2021. La Commission européenne ouvre la possibilité aux jeunes de déployer des projets dans une logique transfrontalière. Donc, mettons entre une région française et une région allemande, des jeunes qui voudraient, de part et d'autre de la frontière, déployer un projet de solidarité. Le nouveau programme 2021-2027 autorise ce montage de projets transfrontaliers. L'ambition des projets de solidarité, c'est vraiment de permettre à ces jeunes de s'engager et d'apporter un changement positif dans leur communauté locale. Les projets doivent avoir un thème clairement identifié, que le groupe souhaite explorer, qui doit déboucher sur des activités quotidiennes, et il doit également avoir une nette valeur ajoutée européenne. Donc on a à la fois la dimension locale, mais dans l'idée de soutenir les valeurs européennes. Ce dispositif permet vraiment à des jeunes d'obtenir une expérience d'apprentissage sur l'éducation non formelle, parce qu'ils vont vraiment être à l'origine, à la genèse de leur projet, et le monter de A à Z avec les financements obtenus. Donc le projet de solidarité doivent regrouper à minima 5 jeunes, et les durées des projets sont de 2 à 12 mois. Et le programme européen permet aux jeunes d'obtenir un financement pour vraiment le montage de leur projet, la réalisation de leur projet, pour le rendre opérationnel. Et par ailleurs, le programme européen permet de financer l'accompagnement des jeunes avec le cofinancement de jours de coaching sur une durée maximale de 12 jours et l'accès à un forfait pour que un professionnel ou un spécialiste d'une thématique sur laquelle les jeunes veulent travailler puisse accompagner ces jeunes-là pendant leur projet. On a également sur les projets de solidarité la logique de frais exceptionnels pour soutenir la participation de jeunes ayant moins d'opportunités. Peut-être pour illustrer les projets de solidarité qui est peut-être l'activité la moins connue du corps européen de solidarité pour les structures qui connaissaient déjà le volontariat à travers Erasmus. On a financé des projets de solidarité en lien avec l'environnement et l'économie sociale et solidaire, par exemple. On a un projet qui s'appelle les Coursiers Nantais, où des jeunes passionnés de vélo et vraiment investis sur les questions d'économie sociale et solidaire et d'environnement, se sont dit qu'il y avait un défaut de livraison avec des transports doux. Donc, ils ont décidé de mettre en place des livraisons à vélo.
avec une revalorisation du métier de coursier et en même temps la création d'un hub logistique visant à fluidifier la circulation du centre-ville. Donc c'est vraiment un projet qui est intégré avec une philosophie économie sociale et solidaire et environnementale. Et l'intérêt de ce projet qui a été financé dans sa première année sur le volet projet de solidarité, c'est qu'après 1 an de mise en place, le groupe de jeunes a décidé de créer une structure d'économie sociale et solidaire. Donc on a vraiment un cycle vertueux qui s'est développé suite au financement de ce projet de solidarité. Concernant l'accès au programme, donc qu'il s'agisse du volontariat ou des projets de solidarité, on a un parallélisme des formes avec ce que Jérémy présentait sur le programme Erasmus, mais une spécificité un peu particulière sur le volet volontariat. Pour le volet volontariat, on a un système de labellisation qui permet aux structures d'avoir un rôle de partenaire sans avoir accès au financement. Donc l'enjeu, c'est que la structure devienne soit en soutien de la mobilité des jeunes, soit accueille des jeunes en volontariat. Ce label qualité, il est obtenu après une évaluation par l'Agence nationale en lien avec les référents régionaux Europe internationale, et on évalue le label qualité pour obtenir ensuite ce label partenaire. Ce label partenaire ne vous permet pas d'avoir accès au financement, mais en revanche, vous permet d'intégrer un projet qui serait coordonné par une autre structure qui, elle, a demandé un financement. Donc, sur ce label qualité, on est vraiment sur une évaluation de la capacité de la structure à remplir son rôle d'accueil ou de soutien et de vraiment soit soutenir le jeune dans sa mobilité avec un accompagnement en amont et en aval de la mobilité, avec la formation, la sélection des candidats et ensuite la valorisation des compétences acquises pour le post-mission. Tandis que le rôle d'accueil permet de soutenir le jeune pendant l'activité. Donc c'est vraiment lorsque le jeune réalise sa mission, avec une logique de formation du jeune, la prise en charge, enfin, la coordination de son assurance maladie, le volet tutorat, la prise en charge de son argent de poche. Donc tout ce qui va vraiment entourer le jeune au moment où il réalise sa mission. Donc ça, c'est un accès au programme. Si vous souhaitez être juste partenaire, donc ça peut être un moyen de démarrer le volontariat sans avoir la pression du suivi un peu plus administratif et financier avec une demande de financement. En revanche, pour les structures qui, elles, souhaitent obtenir une demande de financement, on est sur un principe de labellisation comme le présentait Jérémy sur le volet accréditation. Donc, on est sur une labellisation annuelle qui va donner droit à un financement. Donc, c'est l'unique modalité d'accès pour obtenir des financements sur le volet volontariat. C'est ce qu'on appelle le label LEAD, qui permet à des structures de déposer un projet beaucoup plus stratégique avec une vision pluriannuelle et qui vont leur demander un rôle de coordination vraiment de l'activité. La demande de financement, elle peut se faire la demande de label LEAD, pardon, elle peut se faire tout au long de l'année et le label doit être attribué avant la demande de financement. Pour l'année 2021, sur le corps européen de solidarité, à la différence du programme Erasmus, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu les guides du programme 2021 ni les formulaires. On sait que l'appel à projet aura certainement lieu avec une date limite au mois de mai, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'informations définitives sur le sujet. Donc, on travaille avec l'ensemble des structures pour les préparer à la sortie des formulaires et leur permettre de structurer leur stratégie pluriannuelle pour déposer leur label LEAD et ensuite leur demande de financement. Donc là, on est exactement sur le même principe que ce que présentait Jérémy sur le volet accréditation, avec des structures qui souhaitent coordonner ces projets, demander des financements. Mais pour le corps européen de solidarité et le volet volontariat, c'est l'unique modalité d'accès au financement. Contrairement à ce qu'exposait Jérémy, on n'a pas le système de round pour le volontariat. Ce qui implique que
on n'est pas dans une logique, comme le disait Jérémy, d'avoir là des structures plus expérimentées. On accompagne des structures aussi bien novices que des structures expérimentées. On peut financer des petits projets comme des gros projets en demandant la labellisation LEED. Tout aura son échelle et sa propre évaluation. Le label est obtenu à minima pour 3 ans et à maxima pour 7 ans sur l'ensemble de la programmation, sachant que l'Agence nationale, elle, l'accordera pour 3 ans. J'espère ne pas avoir été trop longue sur cette partie-là, qui est un petit peu plus technique, mais dont on pourra revenir sur les détails si vous le souhaitez. En revanche, sur les projets de solidarité, donc l'activité, je vous rappelle, qui est dédiée au groupe informel de jeunes, là, on reste sur un système d'appel à projets avec 2 appels à projets par an. Donc là, le même principe que sur l'action clé K1 que présentait Jérémy, par exemple, sur Erasmus, avec un premier appel à projet qui aura lieu en mai, dont on ne connaît pas la date pour le moment, et un deuxième appel à projet qui aura lieu en octobre. Donc là, on est sur un système d'accès au financement identique à ce qui existait par le passé, en dehors de toute labellisation initiale. Encore une fois, toutes ces informations-là, beaucoup plus techniques et pratiques, pourront vous être données au mois de mai. Et je termine là ma présentation en vous invitant, j'espère que j'ai été assez convaincante pour vous séduire et vous donner envie de venir en savoir plus sur le Corps européen de solidarité et les activités qui sont financées par le programme. On organise un temps fort autour du Corps européen de solidarité au mois de mai pendant la Semaine européenne de la jeunesse. Et donc, vous avez là à l'écran les différentes dates avec le 25 mai, un temps d'information générale, donc pour vous revenir un petit peu sur la globalité, mais plus approfondie que ce que je n'ai fait aujourd'hui. Et ensuite, les 26 et 27 mai, un système de forum ouvert. Donc, on est vraiment sur des ateliers interactifs, à la fois destination des structures les plus novices pour découvrir le programme, échanger des bonnes pratiques, et à destination des structures expérimentées, là pour s'engager sur le programme au regard aussi des nouvelles priorités 2021-2027. Et on terminera la Semaine européenne de la jeunesse, donc la Youth Week, le 29 mai, avec un rassemblement de jeunes autour des ambassadeurs des programmes européens, donc le réseau Europeers, et la question de l'avenir de l'Europe. Je vous remercie et dans la présentation, vous aurez des informations aussi sur les documents accessibles en ligne pour obtenir plus de détails sur le Corps européen de solidarité. Merci à tous. Merci beaucoup, Aurore. Peut-être pour conclure et faire une petite transition, nous, on a vraiment le souci de permettre l'articulation des dispositifs qu'on porte et on serait très sensible à vos retours sur comment vous percevez la possibilité d'associer le Corps européen de solidarité et les aspects jeunesse dans le cadre d'Erasmus. On va avoir un chantier important, je pense, sur les projets de solidarité et l'accompagnement aussi avec les activités de participation des jeunes, comment les projets de partenariat peuvent aussi irriguer les activités liées avec le Corps européen de solidarité, mais même avec le service civique. Donc, ce qui était évoqué par la présidente en termes de transversalité, de passerelle, on voudrait vraiment aussi voilà, travailler sur cette année 2021 de lancement des 2 programmes pour partir sur de bonnes bases et permettre la complémentarité. Je ne sais pas si, Aurore, tu veux ajouter un mot là-dessus. Oui, dans cette logique de complémentarité, insister face à la période aussi très particulière que vous viviez tous en lien avec la crise sanitaire, le Corps européen de solidarité peut peut-être être une opportunité pour ceux qui ont des jeunes dans leur structure et qui sont en attente de monter l'échange de jeunes dans le cadre d'Erasmus par rapport aux complications de mobilité. Sachez que le volet projet de solidarité peut peut-être être une alternative. Si vous avez un groupe de jeunes qui est constitué pour monter ce projet de solidarité en amont, par exemple, d'un projet d'échange de jeunes futurs, quand les mobilités seront beaucoup plus simples à réorganiser. Donc, ça peut peut-être être des opportunités pour certains d'entre vous de découvrir plus en profondeur ce que sont les projets de solidarité et vous servir de ce dispositif comme d'un levier
pour mobiliser ou conserver la mobilisation de vos jeunes avant un échange de jeunes a posteriori, par exemple. Ça peut être une idée à creuser, en tout cas dans cette période compliquée à laquelle vous faites tous face. Peut-être pour conclure, on a beaucoup débordé, mais vous êtes encore très nombreux. Sachez que la séquence est enregistrée, donc peut-être si on peut prendre peut-être 5 minutes pour répondre à quelques questions. Et après, encore une fois, vous aurez la possibilité de poser des questions sur une plateforme dédiée. On y répondra soit de manière individuelle, soit par le biais de foires aux questions. Donc, je ne sais pas, Clément, si toi, tu as identifié quelques questions qui permettraient de clarifier un peu ce qui a été dit dans cette séquence. Oui, alors il y a beaucoup de questions, mais peut-être je vais commencer avec la première de Julia, Profeta du CRIJ Provençal Côte d'Azur. Est-ce que le guide du programme Erasmus+ est disponible en français? Ça, je pense que plusieurs se la posent. Alors, il n'est pas encore disponible. Des traductions devraient être proposées par la commission assez rapidement et on est, nous, en train de finaliser des fiches d'accompagnement à la lecture. Donc, je pense que courant de la semaine prochaine, on devrait pouvoir, sur l'ensemble des sous-actions d'Erasmus+, sur les volets jeunesse et sur le volet sport, vous proposer des fiches donc, en français qui présentent les principales modalités de dépôt pour le nouveau programme. Donc, voilà, pour compenser un petit peu cette absence de traduction et pour vous aiguiller aussi sur des aspects plus spécifiques pour chacune des sous-actions. Et il y a une autre question, en fait, il y en a deux qui vont à peu près dans le même sens concernant les dates des appels à projets et des financements, donc je vais la lire. Cette fois-ci, par rapport à la date de candidature qui est le 11 mai pour des projets pouvant débuter le 1er août, ça veut dire qu'on aura le résultat des candidatures quand? Car habituellement, ça prend 3 mois. Et donc là, il y a une question de délai. On ne peut pas attendre 3 mois alors que le projet se déroule en août. Et il y a une autre question qui est à peu près similaire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un financement pour les programmes entre le 1er juin et le 31 juillet? Alors, pour commencer par la dernière question, il n'y a pas de possibilité de financement pour des projets avant le 1er août sur le programme 2021-2027. Pour les structures qui ont des crédits et des projets en cours, avec les extensions en général, elles peuvent couvrir cette période-là. Et donc, les activités peuvent démarrer au plus tôt pour la KA1 en début août, mais je relève cette question de timing par rapport au calendrier qui nous est proposé, nous, d'instruction et de validation formelle des projets qui seraient finançables. On arrive à des décisions qui seraient à peu près mi-juillet, en fait. Donc, l'obtention des résultats se ferait très tardivement courant du mois de juillet. Ce qui veut dire que pour des structures qui ont besoin d'avoir une réponse plus tôt pour pouvoir mettre en place les projets début août, je pense qu'on sera dans l'incapacité de les donner de la même manière, le versement du préfinancement. Je ne vois pas trop comment il pourrait être fait début août, vu le calendrier proposé par la Commission dans l'instruction de ces demandes-là. En fait. Donc, j'aurais plutôt tendance à proposer aux structures qui doivent mettre en place des projets en août de garder bien en tête ces aspects-là, c'est-à-dire l'annonce des résultats sera tardive et l'avance du préfinancement pour début août, vu les calendriers proposés, me paraît délicate. Et j'ai une autre question de la part d'Alessandra. Pour la mobilité formelle, on insiste pas mal sur les mobilités numériques ou hybrides. Est-ce que cette incitation numérique sera adoptée aussi dans le volet jeunesse et les mobilités non formelles? Du coup, sur l'utilisation du numérique, elle est préconisée et intégrée dans les aspects qualitatifs des projets sur la KA1, elle est intégrée dans les aspects budgétaires dans la KA2. Donc dans les partenariats plutôt. On n'est pas encore dans un format hybride à proprement parler. On est vraiment plus sur des activités complémentaires avant, pendant et après les mobilités physiques. Et c'est plutôt dans l'évaluation des projets, des projets qui mettraient en avant l'utilisation de ces nouveaux outils pour garder le lien, travailler en amont de la mobilité serait valorisé en fait sur ces aspects. Alors, pardon, je regarde encore s'il y avait d'autres questions
d'ordre, je dirais, général. Bon, il y avait une question au début, une personne qui posait la question si l'action, ou bien pourquoi est-ce que l'action K n'existe plus? En fait, où est-ce qu'elle est passée, cette action K3, pardon? Ah, donc sur les possibilités de financement qu'il y avait sur l'action clé 3, sur le dialogue pour la jeunesse, et notamment tout ce qui est en lien avec la mise en place du dialogue structuré, vous allez retrouver ces possibilités de financement dans l'action clé 1, auprès des activités de participation des jeunes. Donc, il y a ce qui était finançable dans l'action clé 3 dans l'ancien programme est finançable dans l'action clé 1 sur les activités de participation des jeunes. Encore une fois, n'hésitez pas à participer aux ateliers dédiés demain matin sur ce sujet-là pour en savoir plus et pour bien comprendre les différentes modalités. Après, je suis en train de relire toutes les questions, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus des questions auxquelles on peut répondre au cas par cas, surtout comme on a pas mal dépassé au niveau timing, à moins que tu en aies repéré d'autres dans le chat entre-temps. Non, il y a une question sur la stratégie inclusion, peut-être juste pour la reprendre très rapidement. Oui. La stratégie inclusion au niveau européen est disponible, notamment vous pouvez la retrouver sur le fameux site Salto Youth. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Et si vous avez besoin et que vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter et on reviendra vers vous avec ces éléments-là. Et peut-être juste pour reprendre par rapport au fil et comment continuer à dialoguer avec nous et poser vos questions, à l'issue de la série d'ateliers, donc vendredi, on vous enverra un lien, enfin un mail avec un lien vers une plateforme sur laquelle vous pourrez continuer à poser vos questions. Et l'ensemble des présentations qui auront été utilisées, donc la présentation qui a été faite ce matin par Aurore et par moi, et les différentes présentations des collègues sur les différents secteurs et sous-actions. Peut-être qu'on peut conclure là, si ça vous va. Merci beaucoup d'avoir participé à ce temps, qui en appelle bien d'autres. Je vous rappelle que cet après-midi, il y a un temps dédié sur le volet sport, demain matin sur la KA1 et vendredi à partir de 14 h sur la KA2. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.